pense que par rapport à ces questions, il est revenu davantage sur l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, le financement, n'est-ce pas, de l'artisanat. Vous n'êtes pas sans savoir, il n'y a pas de cela une semaine, le directeur de la BCAO disait que le tissu social au Sénégal est constitué par les PME et PMI et que 78% de ces PME et PMI n'ont pas accès au financement bancaire. Donc je pense que votre question vient à point nommé par rapport au financement, n'est-ce pas, de l'économie solidaire. À sa suite, le professeur Kassé est revenu largement effectivement sur l'opacité aujourd'hui de la Banque centrale qui n'arrive pas à s'adapter effectivement aux mutations. Et il a demandé à ce que nous trouvons des solutions adaptatives maintenant au franc CFA. D'abord aussi également, il est revenu sur les questions de financement des PME et PMI. Et il a trouvé que le débat sur le CFA était biaisé, d'autant plus que les personnes qui parlent de ces questions-là n'ont pas la même maîtrise, n'est-ce pas, de la question. Et donc, aussi, le procès continue à travailler sur les questions de politique de développement durable, sur l'économie. Justement, c'est des pistes de réflexion que le professeur Kassé est en train de mener. Je pense que nous allons continuer la réflexion avec le professeur sur ces questions-là. Aujourd'hui, le débat est ouvert. Si vous avez des interrogations ou bien ce qu'on appelle des contributions à faire, vous n'avez qu'à vous signaler. Donc, on va prendre le point et puis on va passer la parole aux différents intervenants. Bonjour tout le monde, c'est Moussé Fall. Je suis consultant en actuariat et également enseignant associé à l'ISF. Donc, je voulais remercier tout d'abord nos professeurs pour cette large présentation qu'ils nous ont fait. Et je trouve que tous les sujets qu'ils ont soulignés, en fait, c'est des sujets assez intéressants et qui méritent d'être développés. Je voulais aussi intervenir sur la question de transition que le professeur Plion avait abordé tout à l'heure. Je vois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Et tout à l'heure, je pense que vous avez dit que les systèmes financiers actuels ne sont pas en mesure d'apporter un besoin de financement nécessaire à la transition. Et j'aimerais savoir, à votre avis, où se trouve exactement la faille? Donc pourquoi ces systèmes financiers n'arrivent pas à satisfaire le besoin de financement pour la transition? Merci tout le monde. La question que je pose au professeur Fillon est de savoir, alors les statistiques, n'est-ce pas, des BRI montrent qu'à peine 75% des transactions financières, n'est-ce pas, mondiales sont effectuées en dollars, n'est-ce pas, et à peine moins de 20% sont effectuées en euros. Alors la question que je pose est de savoir comment la Fed parvient-elle, n'est-ce pas, à stabiliser l'économie américaine, n'est-ce pas, pendant que 75%, n'est-ce pas, des transactions sont effectuées en dollars, alors que la BCE n'arrive pas, par exemple, à faire, n'est-ce pas, des résultats par rapport à la Fed, alors que moins de 20%, n'est-ce pas, de l'euro est utilisé, n'est-ce pas, dans les transactions financières internationales. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur le modérateur, Dr Souleymane Keita. Merci beaucoup aussi au professeur Plion et au professeur Moustapha Kassé. Je pense que le professeur Plion, lors de son intervention, a exposé pas mal de pistes, peut-être pouvant faire l'objet d'un article pour nous les chercheurs, ou bien pouvant faire peut-être l'objet des thèses pour les doctorants qui sont présents dans cette salle. Alors peut-être par rapport à l'inquiétude que le professeur Kassé disait tout à l'heure sur la question de la monnaie unique, je pense que, professeur, par rapport à ce débat, c'est un débat qui est assez peut-être perturbé. Parce que, pourquoi je dis perturbé? Il y a un débat de l'autre côté. C'est des questions. Les questions monétaires sont souvent menées par des gens qu'on appelle des activistes et de l'autre côté des intellectuels. Donc, ce qui rend souvent le débat biaisé. Mais je pense qu'il y a peut-être, il est important que les économistes, les spécialistes prennent ce problème et l'expliquer de manière claire. Parce que souvent, on laisse les activistes mener ce débat et ça rend biaisé ce débat. Alors, par rapport à l'union monétaire dont le professeur Plion disait, je crois que par rapport à notre zone, l'obstacle qu'on avait, c'est
l'hétérogénéité de cette zone. Et il fallait définir les critères de convergence, ainsi de suite. Alors, mais peut-être, ou bien le dernier article de Frankel-Rose, Rose avait fait un mea culpa sur les critères de convergence. Est-ce que ces critères de convergence sont toujours une condition pour aller vers peut-être cette union monétaire? D'autant plus que nos décideurs souvent ne prennent pas en compte ces critères de convergence. Récemment, on a entendu le président dire que, alors s'il y a une possibilité de s'endetter, nous allons continuer l'endettement pour financer nos investissements. Donc il y a un problème, donc, et que moi la question que je me pose toujours, est-ce que c'est toujours nécessaire alors de mettre en objectif ces critères de convergence pour aller vers l'union économique? D'autant plus que vous l'avez dit, l'Union européenne qui était la référence, alors a toujours peut-être des problèmes par rapport à l'union monétaire. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être laisser les critères de convergence aller peut-être vers cette union monétaire et que penser peut-être que on aura peut-être les objectifs en cours? Alors je pense que peut-être l'inquiétude que j'ai, c'est par rapport à ces critères de convergence qui restent toujours un obstacle. Et que donc Rose, par rapport à son dernier article, l'a évoqué, a fait un mea culpa. D'ailleurs, c'est lui qui avait développé peut-être ces critères de convergence pour rendre les zones homogènes. Mais il a fait un mea culpa pour montrer que est-ce que ces critères de convergence sont toujours une condition par rapport à l'union monétaire. Donc voilà, merci. Je voulais peut-être juste partager ces inquiétudes par rapport dans notre zone qui est l'union monétaire. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur le modérateur. Merci beaucoup à l'ISF, l'Institut supérieur des finances, de nous convier à cet exercice aujourd'hui qui va nous permettre d'échanger sur une thématique très importante, assez importante, compte tenu eu égard aux différentes présentations de professeur Prion et professeur Kassé. La première remarque que je tire, c'est qu'il y a un défi énorme auquel fait face les chercheurs sur la question de la recherche en Afrique. Comme l'a rappelé le professeur Kassé, pratiquement depuis Mundell, il n'y a pas eu une régénérance de la recherche sur la question, mais que le champ et l'enjeu aussi restent encore énormes. Ça constitue donc une sorte d'opportunité, à mon avis, pour les jeunes chercheurs que peut-être constitue la majorité de cette assemblée. Alors, donc, je disais que donc l'enjeu est très énorme pour nous chercheurs dans le contexte actuel où on note l'avènement de ce qu'on appelle la fintech, la digitalisation et l'intelligence artificielle dans ce domaine, alors que traditionnellement, dans la littérature économique, la dynamique capitaliste a été toujours appréhendée jusqu'ici par une dynamique monétaire. Donc, n'intégrait pas ces aspects-là. Donc, ce qui ouvre de nouveaux paradigmes, de nouveaux champs qui nécessairement devraient être quand même explorés pour un peu éviter ce qu'on a connu jusqu'ici, tels que les risques systémiques, le shutdown banking system, qui peuvent être le corollaire, n'est-ce pas, de l'absence de la recherche sur ces questions. Donc, je lisais un peu quelque part la reine d'Angleterre, lorsqu'après la crise est entrée dans la salle et se demandait la question pourquoi personne ne nous a pas, pourquoi personne n'a pas prévenu, comment se fait que personne n'a pu prévenir ces risques de 2008. Donc c'est parce que sur ces questions, il y a eu à un moment donné une certaine léthargie, une absence de recherche sur ces questions. Je crois que pour les pays comme les nôtres qui ont encore une certaine fracture numérique, qui est vraiment un obstacle, parce qu'étant de nouvelles exigences à l'incorporation, n'est-ce pas,
des activités financières nouvelles. Je crois que c'est très important que dans les centres de recherche dans lesquels nous sommes et dans les laboratoires de recherche au niveau des universités, que ces questions soient vraiment prises en compte. Donc il va falloir que nous faisons plus d'ingéniosité, n'est-ce pas, eu égard à ces différents problèmes que vivent maintenant et qu'a évoqué M. Plion, à savoir le rôle grandissant, n'est-ce pas, des banques centrales dans ces perspectives d'aller vers la monnaie unique, n'est-ce pas, aussi, mais aussi la question du financement de la transition écologique. Donc, je crois que actuellement, le développement de la finance aussi intègre ce qu'on appelle des marchés financiers de gré à gré, c'est-à-dire c'est de nouveaux types de marchés qu'il faut aussi qu'on appréhende et qu'on comprenne. Parce que je crois que Minsky l'a dit, parce que depuis Pérou en 1965 sur la recherche, sur sa grande contribution, c'est-à-dire sur les aspects capitalistes, et l'intégration maintenant de la question d'instabilité financière avec Minsky, qui a été renouvelée. Je crois que ces aspects de cette nouvelle forme de marché qui est intégrée dans la recherche financière devrait être quand même de mise dans les champs de recherche pour les pays comme les nôtres. Donc je crois que moi c'est plus une contribution sur l'État, c'est vrai, et je le note d'après les différentes interventions de professeur Kassé et de professeur Prion, que vraiment le défi reste encore énorme, que les champs à explorer sont encore très, très prononcés. Et je crois que la question vraiment sociétale qui est aujourd'hui, qui mérite une attention particulière, sur laquelle peut-être beaucoup ont intervenu, à savoir Dr Diandi et Mouché Fall, c'est vraiment la prise en compte de l'économie solidaire, sociale, parce qu'en réalité, la finance, on l'a vécu et on l'a vu jusqu'ici et on l'a noté, ça continue de creuser les inégalités. Le développement de la finance creuse les inégalités, donc il est bon quand même d'intégrer maintenant cet aspect d'économie sociale et solidaire dans la recherche comme étant un grand paradigme, n'est-ce pas, pour pouvoir... mais aussi, je crois que aussi la finance verte, même si on ne peut pas avoir les mêmes processus de développement, parce que cette réalité peut être bien perçue au niveau des pays qui ont déjà parachevé le niveau de développement, parce que maintenant intégrant les aspects environnementaux, mais je ne sais pas, et là c'est la question peut-être que je poserai au professeur Prion, est-ce que la finance verte est une réalité pour les pays comme les nôtres qui n'ont pas encore entamé les phases de développement, parce que nous sommes toujours à des niveaux encore très en deçà des attentes. Voilà, monsieur le modérateur, merci. Okay, merci. Environnementaux, mais je ne sais pas, et là c'est la question que je poserai au professeur Prion. Est-ce que la finance verte est une réalité pour les pays comme les nôtres qui n'ont pas encore entamé les phases de développement, parce que nous sommes toujours à des niveaux encore très en deçà des attentes. Mamour l'a dit tout à l'heure, ça concerne les critères de convergence, mais cette fois-ci indexés sur les réformes de BAL 2 et BAL 3 qui sont entrées en vigueur dans l'UEMOA à partir du 1er janvier 2018. Alors, il est vrai que les chercheurs le disent souvent, qu'on applique des critères de convergence ou bien des critères de gestion en fait, de la politique monétaire qui sont adaptés à des économies financiarisées sur des économies informelles comme les nôtres. Je pense que de notre côté, il faut qu'on puisse réfléchir pour voir l'applicabilité ou la pertinence de ces critères de BAL 2 et BAL 3 sur le contexte des pays en fait ayant des structures économiques et des structures économiques qui sont souvent dénommées informelles. Donc ça c'est un premier axe.
Le deuxième axe également concerne en fait toujours les crises financières. Vous savez, depuis la publication de l'article de André Kartapanis sur les crises financières qu'avons-nous appris les 10 ans passés, suivi également d'une publication dans laquelle M. Dominique Plion était partie prenante, avec Mario Dorov et Robert Boyer, sur les crises financières, où ils avaient même anticipé, à partir de, je crois, 2006, qu'il y aurait en fait quelques soucis si il y a un déficit de régulation par rapport à la finance internationale, ce qui a fait qu'en 2008, le système est tombé dans une crise financière de très grande ampleur, qu'il faut, à mon avis, concernant les pays de l'Afrique de l'Ouest, style pays CEDEAO, réfléchir sur la récurrence des crises financières par rapport à cette réflexion qui a été déjà engagée. Je crois que c'est une piste de réflexion, vu que le professeur est là et ils ont déjà abattu un travail dans ce sens, de voir maintenant dans les dynamiques de comparaison, qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport aux différentes crises bancaires ou financières qui peuvent advenir au niveau de la CEDEAO. Donc c'est ces deux axes que j'avais vus comme étant importants pour les jeter dans la corbeille, pour mieux améliorer la recherche ici dans l'espace CEDEAO. Donc je vous remercie. Je n'ai qu'une seule question. Quels sont les enjeux de la digitalisation dans le système bancaire? Je me nomme Koulibaly Idrissa, étudiant en master de finance banque. Il y a eu plusieurs questions sur le financement solidaire, le financement de l'économie sociale. Je dois avouer que peut-être que les questions d'économie sociale se posent, même certainement à mon avis, différemment, même s'il y a des points de ressemblance ici, dans cette région et par exemple en Europe. Mais il y a des points de ressemblance. Est-ce que, une des questions c'était, est-ce qu'on peut envisager quel mode de financement, quel nouveau financement innovant, etc. Alors, je donnerai des éléments de réponse, mais sans être sûr qu'ils soient adaptés justement à la région, mais là où on en est dans nos réflexions, notamment dans la chaire sur l'énergie et sur la question du climat sur laquelle je travaille, on a pas mal réfléchi en utilisant justement les nouvelles technologies à des formes de financement participatif, en anglais le crowdfunding, qui peut être un moyen, d'une manière décentralisée et locale, de lever des fonds dans une population donnée pour financer par exemple des projets locaux pour par exemple des énergies renouvelables. Si dans une région il y a la possibilité d'avoir des énergies éoliennes par exemple ou des énergies solaires, ici vous avez la chance quand même d'avoir pas mal de soleil, je sais bien que c'est pas toute l'année mais quand même une grande partie de l'année. Bon, il y a peut-être le financement participatif peut être une formule intéressante. Je pense aussi que nous avons besoin de faire le bilan des modes de financement dans l'économie sociale qui se sont développés et qui n'ont peut-être pas toujours été à la hauteur des espérances. Je pense par exemple à tout ce qui tourne autour des expériences de microcrédit, des microfinancements. Donc ça sera intéressant que vous fassiez ce bilan chez vous et que nous faisons aussi un peu, nous essayons de le faire chez nous, que nous confrontions les obstacles. Le microcrédit, ça marche dans certains cas, mais pas forcément dans tous les cas. Et donc là, quelles sont les conditions, par exemple, pour que les microcrédits, un crédit de faible montant, fait à des populations de gens qui sont totalement rationnés en matière de crédit, mais qui ont des projets, parfois tout petits, mais suffisants pour vivre et pour développer l'activité et l'emploi. Alors ça, voilà, quid des microcrédits? Est-ce qu'il y a de la recherche là-dessus, sur les formes récentes, les limites, le bilan qu'on peut en faire? Alors ensuite, toujours pareil, en France, par exemple, je ne sais pas si c'est transposable ici, vous pourrez me le dire, nous avons des clubs d'investisseurs qu'on appelle notamment des cigales, c'est-à-dire des gens qui se regroupent, alors qui ont la chance d'avoir un peu d'épargne, qui se regroupent et qui vont non seulement apporter des financements, mais accompagner les acteurs qu'ils financent en matière de conseil,
en matière de soutien pour voilà, se faire connaître, etc. Et les cigales vont aider, par exemple, des artisans qui vont développer une activité nouvelle ou qui ont besoin d'étendre leur activité. Donc ça, c'est les gens qui apportent de l'argent, qui ne veulent pas un rendement important avec leurs fonds. Dans l'économie sociale et solidaire, l'objectif, ce n'est pas le rendement financier, c'est plutôt l'activité, le développement de l'activité, de l'emploi, etc. Donc, des clubs d'investisseurs. Je ne sais pas si c'est possible ici. En France, ça se développe assez bien, même si c'est insuffisant, hein, mais il y a ces clubs. Alors ici, est-ce que c'est possible ici ? Je ne peux pas vous répondre. Voilà. Donc ça, c'est des éléments de réponse. Je pense que d'une manière générale, nous avons besoin dans nos régions respectives d'avoir des acteurs spécialisés, des banques qui tournées vers l'artisanat, vers les petits entrepreneurs, avec une aide publique évidente, parce que c'est clair que les critères de marché traditionnels, les critères habituels ne s'appliquent pas toujours, et que donc il y a besoin d'une aide publique sous forme de subventions, de bonification d'intérêt pour baisser les taux d'intérêt, et que ça, c'est des structures d'intermédiation qui sont absolument nécessaires, et c'est incontournable. Et je pense que c'est vrai ici comme en Europe. Voilà, donc voilà des éléments de réponse. Hein, excusez-moi s'ils sont incomplets. Hein. Alors il y a eu des questions ensuite sur la BCEAO. Je laisserai le professeur Cassé répondre parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi le sujet. Il a déjà parlé un peu d'ailleurs de la question sur les critères de convergence, sur la manière dont on peut envisager l'évolution donc vers une union monétaire. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'en Europe, nous avons eu des critères de convergence au moment de la création de l'union monétaire. Ces critères de convergence, c'était sur l'inflation, les taux d'intérêt, les taux de change, etc. Bon, deux choses. D'abord, ils n'ont pas toujours été respectés, au sens où les politiques sont quelquefois passés au-dessus de ces critères de convergence. Je prends le cas de l'adhésion de la Grèce dans l'union monétaire, ce qui était une erreur au départ. Hein. C'est-à-dire que c'est un pays qui avait des caractéristiques et des problèmes importants et que ce n'était pas un service à rendre aux Grecs et à l'économie grecque que de les admettre tout de suite dans l'union monétaire. Ça pose la question de l'hétérogénéité des économies. Et l'autre conclusion que nous tirons, alors moi j'ai travaillé sur ce sujet pendant quelques années, là j'ai un peu arrêté, mais c'est que je fais partie des économistes qui disent que l'union monétaire européenne, hein, donc la zone euro, a été un facteur de divergence et non pas un facteur de convergence des économies. C'est-à-dire on voit très clairement qu'il y a eu des écarts qui n'ont cessé de s'accroître entre les pays les plus performants, les plus riches, les plus avancés en matière industrielle, etc., qui sont en gros les pays du nord de la zone euro, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Et puis, on a eu les pays du sud de l'Europe qui, eux, ont divergé. Ça s'est traduit, par exemple, par des déséquilibres de balance commerciale, intra-zone, etc. Et donc, si on ne fait pas une union monétaire complétée par une union économique avec des transferts de ressources, etc., et une fiscalité commune, ce genre de choses, eh bien, on va au-devant de graves problèmes. Voilà, bon, ça, c'est peut-être une leçon qui pourrait être utile pour la région ici, si jamais vous allez vers une union monétaire. En tout cas, la convergence, ce n'est pas uniquement avant, c'est aussi de voir qu'est-ce qui se passe après que l'union monétaire existe. Et là, quelquefois, on a des mauvaises surprises. En tout cas, nous avons eu de mauvaises surprises en Europe. Alors, ensuite, la crise. C'est vrai, il y a eu une intervention qui explique que les économistes n'ont pas prévu la crise et que les économistes sont un peu en retard quelquefois sur l'événement. Alors, je vais manquer de modestie. D'ailleurs, en m'appuyant sur ce qui a été dit, je fais partie des économistes, on était une minorité, qui, avant la crise de 2006-2007, enfin 2007-2008, non pas avions prévu la crise dans la forme qu'elle allait prendre, mais avions envoyé des alertes très précises pour dire que nous allions vers des problèmes graves dans le monde et notamment en Europe. Et là, nous avions notamment deux choses parmi les analyses que nous faisions. La première, c'est l'insuffisance de la régulation prudentielle, et en particulier l'insuffisance de la régulation macro-prudentielle. Avec mon collègue Kartapanis, que vous avez cité, qui justement avait fait une contribution pour le rapport sur les crises que nous avions rédigé avec Mario Dehove et Robert Boyer,
eh bien, nous avons insisté lourdement sur le déficit de régulation, notamment dans le domaine macroprudentiel. C'est quoi le macroprudentiel? Comme vous le savez, hein, c'est notamment la question du risque systémique. C'est-à-dire il ne suffit pas d'avoir une régulation microprudentielle sur les acteurs individuels, ça c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Nécessaire, mais pas suffisant. Et on alertait sur le fait qu'il y avait un déficit. Et d'ailleurs, 1 an après la crise, il y a eu un rapport par M. de la Rosière, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur du Fonds monétaire international, qui disait ça. Il disait « déficit de régulation, la crise est due en partie à ça ». Donc nous l'avions dit avant, ça circulait, mais il y avait... Voilà, c'est comme si on parlait dans le désert, parce qu'il n'y avait pas de relais. Alors, je dirais que là, les médias, par exemple, il y a des médias dans la salle, je m'excuse, mais quelquefois ont une part de responsabilité parce que les chercheurs font des travaux, notamment lancent parfois des alertes, et ce n'est pas relayé dans les médias, et bon, ça tombe un peu à plat, quoi. Alors la deuxième chose que nous avions écrite, c'est la chose suivante, c'est que les banques, comme on le sait, ont une part de responsabilité dans la crise, et un des éléments qui a contribué de la part des banques à la crise, c'est notamment leur utilisation massive de certaines innovations financières, comme la titrisation, dont l'un des objectifs était de contourner les régulations prudentielles. Parce que la titrisation, je me rappelle ici, on a, pour les 15 ans de l'ISF, c'était le thème de mon intervention, c'était la dialectique entre innovation et régulation. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les banques ont titrisé de nombreux crédits, notamment dans l'immobilier, à commencer par les États-Unis, et elles se sont débarrassées de crédits très risqués, ce qui les a amenés à prendre encore plus de risques, puisqu'elles savaient qu'elles pouvaient revendre leurs crédits facilement sur les marchés. Et que ces crédits, après, se retrouvaient dans le système financier d'une manière opaque, sans que les autorités monétaires et prudentielles puissent les contrôler. Eh bien, cette externalisation des risques par les banques, via notamment la titrisation, nous avons été plusieurs à écrire des articles là-dessus en disant « Attention, attention, là, il y a un problème. La gestion des risques dans le système financier dans son ensemble est problématique à cause notamment de la titrisation. » Voilà, bon. Et donc, là aussi, c'était des idées qui étaient dans l'air. Je n'étais pas le seul, on était un certain nombre à écrire ça. Bon. Et donc, sans prévoir la crise, si vous voulez, on avait dit, attention, alerte, alerte, il se passe des choses qui sont extrêmement dangereuses. Bon, et la crise a éclaté. Bon. Alors, par exemple, nous disons, je fais partie des économistes, mais là, on est nombreux à le dire, hein, qu'une nouvelle crise est très probable, une nouvelle crise financière. Alors, vous me direz, pourquoi et où? Alors, nous, notre pronostic, j'espère me tromper, parce que les crises, ce n'est pas une bonne chose pour personne, hein. Mais par exemple, quand on regarde aujourd'hui les marchés financiers internationaux, et notamment le marché obligataire, on s'aperçoit qu'il y a une bulle sur le marché obligataire, notamment la dimension corporate, les privés, pas la dette publique. Et on s'aperçoit qu'il y a une hausse de l'endettement obligataire, liée notamment à des taux d'intérêt extrêmement bas, et qui va au-delà de ce qui est raisonnable. Par exemple, une institution financière comme la Banque des règlements internationaux, la BRI, fait aussi ces alertes. Donc il n'y a pas que des économistes, il y a aussi des régulateurs qui disent ça. Et qu'est-ce qui pourrait déclencher cette crise? C'est peut-être que demain, si les banques centrales, comme la Federal Reserve ou la Banque centrale européenne, se mettent à remonter les taux d'intérêt, ce qui est quasiment inéluctable, tôt ou tard, les taux sont tellement bas qu'ils remonteront. Eh bien, ça pourrait déclencher, ça pourrait être le choc qui pourrait déclencher la crise obligataire. D'ailleurs, c'est pour ça que les banques centrales sont extrêmement prudentes aujourd'hui dans la remontée des taux d'intérêt. Elles savent qu'il y a un problème, elles le savent très bien. Mais si un jour, il y a une remontée des taux et qu'à un moment donné, il y a un mouvement de défiance, vous pouvez avoir une implosion de la bulle obligataire, parce que tous ceux qui ont souscrit des obligations à des rendements très bas, voyant que les nouvelles obligations émises sont à des taux plus élevés, eh bien, des taux de rendement plus élevés vont vendre leurs obligations anciennes, et si ces ventes sont massives, ça va effondrer le marché obligataire. Donc, la nouvelle crise, elle est devant nous, et vous voyez, elle pourrait prendre cette forme. Donc, voilà, je vous prends un témoin. J'espère me tromper. J'espère que quand je reviendrai l'année prochaine ou dans 2 ans, la crise n'aura pas eu lieu, mais si elle a eu lieu, vous ne pourrez pas dire qu'il n'y a pas d'économiste. Et encore une fois, je ne mets pas en avant moi particulier, parce que je ne suis pas le seul à le dire. La BRI le dit aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, dire que les économistes n'ont pas prévu, n'ont pas apporté des alertes, c'est faux. Je pense qu'il faut le reconnaître.
sans fausse modestie. Bon, peut-être que c'est... Voilà. Donc ça fait partie de notre rôle aussi, je crois, nous économistes, dans nos recherches. Il y a des moments où nous devons mettre en avant certains résultats et pourquoi pas, dans certains cas, alerter, quoi. Quelquefois, on n'est pas entendu, mais bon, ça fait partie du système dans lequel on est. Voilà. Alors ensuite, je ne veux pas être trop long. BAL 2, BAL 3, bon... c'était votre question, Souleymane, c'était quoi déjà? C'était l'application de ces normes. Ah oui, dans la région. Oui. Voilà. Nous ne sommes pas dans une économie financière. Voilà. Donc, depuis le début, le comité de Bâle, en tout cas, à ses débuts, a fonctionné d'abord par référence aux pays dits avancés, dits financiarisés. Au début, c'était le G10, les 10 principaux pays industrialisés qui a lancé le comité de Bâle. Après, il y a une ouverture. Après la crise des années 90, qui a touché pas mal de pays émergents, il y a des pays émergents et en développement qui ont participé aux travaux du comité de Bâle. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait adapter en permanence les règles, les normes prudentielles aux régions, et que ça, c'est peut-être le travail des autorités de supervision locales. C'est-à-dire que la BCEAO, ou que sais-je, les autorités de tutelle locales dans les différentes régions, elles ont un travail à faire d'adaptation des normes. Je pense que les normes de Bâle, ce n'est pas des normes obligatoires, c'est des recommandations, il faut le noter. À partir du moment où il y a des recommandations, après, chaque région, c'est sa responsabilité, et les autorités de chaque région doivent adapter et considérer qu'il y a des règles qui s'adaptent et d'autres qui s'appliquent et d'autres moins ou différemment. Bon, moi, c'est comme ça que je vois les choses, si vous voulez. Allez-y. Donc, par rapport aux normes de Bâle, si vous voyez aussi, la plupart des banques, en tout cas des banques qui sont implantées dans nos zones, sont des banques françaises qui dans le cadre des reporting, donc ces banques sont obligées de s'adapter par rapport à leur maison mère. Donc, raison pour laquelle, par exemple, elles sont obligées de s'ajuster, et ce qui a en tout cas engendré l'application effective des normes de Bâle. Ça, c'est d'un. Et d'autre part, peut-être la faiblesse a été qu'avant la mise en place, par exemple, de ces normes, il n'y a pas eu des études d'impact. Parce que moi, j'ai eu, par exemple, dans la littérature économique et financière en Europe, avant Bâle, il y a eu des études, des tests qui ont été menés, de telle sorte qu'on a pu montrer que, par exemple, en mettant en place Bâle 3, donc que ça pouvait coûter à peu près à 0,2 points en termes de croissance du PIB, de la croissance économique. Donc ces études d'impact, effectivement, n'ont pas été menées. On a eu à transposer directement les normes sans faire les... Mais non, est-ce que... Parce que quand même, ce sont des références internationales sur lesquelles on compare les maisons, les groupes bancaires. Donc une filiale de la BNP qui est là est obligée de s'adapter par rapport au nombre de reporting de sa maison mère en mettant en place ces normes de Bâle. Voilà. Je reprends deux petits points, pour être très bref, parce qu'il y a une question sur la finance verte. Quelle finance verte ici, localement, voilà. Alors déjà, pour vous dire, vous le savez peut-être, qu'il y a un débat, sur lequel je travaille personnellement, en Europe, sur c'est quoi la finance verte. Nous avons une nouvelle présidente de la Commission européenne, qui a été élue hier par le Parlement, enfin définitivement, qui est une Allemande. Je prononce très mal, Madame van der Leeuwen. Et nous avons une femme, une Française, Madame Lagarde, qui est à la tête de la Banque centrale européenne depuis peu. Dans tous les discours qu'elles ont faits à leur investiture, elles ont dit « la finance verte, c'est une priorité ». Alors nous, on leur dit « chiche ». Mais pour le moment, on ne voit pas très bien ce que c'est que la finance verte. Par exemple, aujourd'hui, il y a un mode de financement vert qui est très à la mode, c'est ce qu'on appelle les obligations vertes, les green bonds. Eh bien, nous avons fait des études pour montrer qu'une partie des green bonds n'ont rien à voir avec la finance verte, qu'elles financent quelquefois des projets qui ne sont pas du tout des projets verts. Donc il y a comme on dit, du greenwashing, il y a un manque de rigueur dans la labellisation des produits. Donc aujourd'hui, c'est normal, c'est un marché qui se cherche, et je pense qu'il y a un manque de rigueur dans les incitations, dans les règles, etc., pour vraiment définir ce qu'est de la finance verte. Alors ici, localement, j'avoue mon incompétence, que je ne connais pas assez, et peut-être le professeur Cassé pourra compléter. Voilà. Alors il y avait une question, je termine là-dessus, sur la digitalisation. Vous avez ouvert une porte énorme. Là,
J'en parlerai un tout petit peu dans ma conférence de samedi à propos des banques centrales. Je vais relever 2 idées parce que c'est un sujet en soi qui mériterait des heures et des heures de discussion parce que c'est un sujet énorme. Je dirais que la digitalisation va bouleverser le système financier et ça a commencé. Première idée. Ça va les bouleverser parce que, par exemple, il va y avoir de nouveaux entrants, les fintech, qui vont rentrer et il va y avoir une sorte de guerre qui va s'exercer avec la finance, enfin une guerre, c'est une concurrence exacerbée avec la finance traditionnelle. Et donc ça va certainement fragiliser les banques, ou certaines d'entre elles. Il y a un risque là important. Et les autorités devront être très vigilantes parce que ça peut avoir des dégâts considérables. Voilà. Il va y avoir ce que j'appellerais un processus de désintermédiation. C'est-à-dire que les banques vont perdre des parts de marché au profit d'acteurs qui font de la finance directe. Par exemple, le B2B, business to business, ou business to consumer, mais ce seront des entreprises qui feront des prêts éventuellement à des acteurs non bancaires. Vous voyez, donc ça va révolutionner certainement beaucoup de choses dans la finance. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer. La finance digitale a des avantages, mais elle n'est pas capable de se substituer complètement à la finance bancaire traditionnelle, par exemple. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai lu la littérature un peu, c'est un sujet passionnant d'ailleurs, mais je pense... Alors, par contre, c'est un domaine de recherche tout ouvert, passionnant. Allez-y, quoi. Et notamment... je pense que vous, ici, avec des opérateurs comme Orange Mobile, etc., nous, en France, on a Nickel, par exemple, une néobanque qui s'appelle Nickel. Eh ben, il sera intéressant de voir l'impact que ça a localement, les comparaisons avec d'autres pays, d'autres régions. Là, c'est un sujet de recherche absolument passionnant qui est complètement ouvert. Hein. C'est un boulevard, quoi, pour la recherche. Chers collègues... Points. Je commencerai d'abord par la Banque centrale. Vous avez fait une bonne déclaration à Keïta en ouvrant. Vous avez dit en fait, la Banque centrale a fait récemment sa fameuse promenade d'information et a observé que 78% des PME n'ont pas accès au système au crédit bancaire. 118, même un peu plus. Même un peu plus. Mais il ne faut pas le constater. C'est à elle de le régler. Mais c'est vrai, je le dis dans mon ouvrage, c'est à elle de le régler. Parce qu'à un moment, notre président de la République a eu cette déclaration quelque peu malencontreuse, à mon sens, de dire il faut baisser les taux d'intérêt. Ils sont trop élevés, etc. C'est ce qui est vrai d'ailleurs. Mais à quelles conditions? Qui doit le faire? Quels sont les biais techniques à partir desquels ça peut se faire? Alors, j'essaie d'apporter quelques réponses d'ailleurs dans mon ouvrage sur le secteur privé. Mais il y a tas de choses comme ça. C'est-à-dire que notre banque centrale... peut-être c'est ça qui a fait que j'ai été évacué dans le groupe de techniciens, parce que j'étais trop critique peut-être, d'ailleurs ils ont raison. Une fois j'ai dit en fait, la Banque centrale ne fait pas le travail qu'on attend d'elle. Elle a toutes les informations nécessaires, elle a tous les techniciens nécessaires, mais elle gère paresseusement l'existant. Le monde est en train de se modifier sous ses pieds sans qu'elle réagisse véritablement. Sur le taux d'intérêt, elle aurait pu. Sur la distribution des crédits, elle aurait pu. Quand même, c'est une autorité à la fois de régulation et de supervision. Et si on a toujours tendance à lui donner effectivement des fonctions ultimes et trop importantes, n'est-ce pas, à cause de ces deux fonctions, mais il faudrait qu'elle les exerce, en fait. Ce n'est pas au gouvernement de le dire, mais au fond, c'était donc à elle, parce qu'elle a plus d'autonomie. Je pense qu'il y a là des recherches très importantes qu'il faudrait effectivement faire.
Mais je reviens à mon propos de départ. Bon, c'est la même chose, hein, les problèmes justement de l'économie solidaire, le financement de l'économie solidaire, probablement, il faut avoir, la Banque centrale doit pouvoir effectivement trouver des créneaux ou en tout cas des encouragements des acteurs intéressés par cela. La même chose d'ailleurs, quand on parle d'économie verte, là aussi, moi j'en ris toujours, je me dis, bon, on a dû importer effectivement quelque chose quelque part, mais en réalité, on ne voit pas le répondant sur le terrain, véritablement. Évidemment, on sait que ça va poser des problèmes financiers énormes, mais il faut qu'on voit précisément comment ça va se faire. Alors, mais moi, je me dis au fond, l'urgence dans les recherches, et nous tous, nous avons ce défaut, nous avons tous ce défaut, c'est effectivement que nous ne prévoyons pas ce qui va arriver. Ce qui va nous arriver. 2020, c'est demain. C'est demain. Si je prends par exemple le programme de la CEDEAO, ce qu'on appelle le programme de coopération monétaire, le PCMC. Mais on oublie que le PCMC a été lancé en 1987, quand on a fermé précisément l'agence de coopération interafricaine. Pourquoi? Parce que cette agence ne remplissait pas précisément les fonctions qui étaient imparties. Il y a eu la faillite du mécanisme de compensation. Nous sommes les seuls à avoir dénoncé justement les faillites probables de cela. Et Samir Amin et moi, nous avions fait, c'est Samir à qui, en réalité, on avait demandé, Senghor lui avait demandé de faire un travail. Bon, à l'époque, il était tellement pris dans la rédaction de son ouvrage sur l'accumulation à l'échelle mondiale. Et il m'a dit, bon, écoute, tu t'occupes de ça en me donnant quelques documents. Et j'avais fait une note sur la faillite du mécanisme de compensation. Les difficultés opérationnelles qu'il y avait, instabilité des taux de change, la mauvaise télécommunication, le retard dans le traitement des transactions, etc., etc. Beaucoup de problèmes qui faisaient qu'il fallait changer. Effectivement, après, quand la CEDEAO est née, ils ont changé complètement en mettant justement le programme de coopération monétaire en place. Mais alors, ce programme de coopération monétaire qui est parti qui a commencé en fait en 87, approfondi en 96, n'est-ce pas? Depuis les échéances, ou comme on l'appelle, la feuille de route qui a été tracée pour réaliser effectivement cette zone monétaire n'a jamais été respectée. On avait dit, on s'était donné beaucoup de délais. 2009, ensuite, même avant 2009, 2002 d'abord, 2002, 2003, ensuite 2010, ensuite 2009. Mais 2009 d'abord, ensuite 2010, on a tellement reporté, n'est-ce pas? En définitive, on s'est dit 2020. Mais qu'est-ce qui change par rapport à cela? Quoique là aussi, il faut qu'on essaie de voir précisément pourquoi on n'avance pas. Si je prends par exemple dans le cas européen, vous aviez un mouvement préparatoire de la monnaie unique qui a été suivi de beaucoup de rapports qui ont été faits à l'époque et qui ont abouti à peu près à fixer un échéancier qui a été respecté. Ici, jusqu'à présent, on avait dit l'AZMAO devait résoudre ces problèmes
économique et financière à partir de 2003. C'est le délai ultime qu'il y a jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça ne bouge pas. Alors, on va se retrouver l'année prochaine, en principe, avec effectivement, les uns demandent le démantèlement de la zone franc. Je n'ai rien contre. Alors, chaque fois qu'on parle de ça, je dis au fond, il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels nous-mêmes, la réflexion est extrêmement chétive. Je le sais parce que j'ai dirigé avec le professeur Ben Hamouda, l'ancien ministre de la Tunisie. J'ai dirigé et nous avons même publié les actes. On a dirigé un ouvrage qui s'appelait L'avenir de la zone franc. Mais tous les chercheurs, n'est-ce pas, parlent allègrement de la zone franc, mais il n'y a pas un qui, effectivement, a dû lire ce travail qui a été fait en 2002. En 2002, il est là. Il est là. Et les problèmes que nous nous posions à l'époque, quel est le système de change en relation avec l'arrimage à l'euro, avec une parité fixe? On abandonne la parité fixe, bonjour, mais très bien. Qu'est-ce qui adviendrait si on l'abandonne? Quelle interparité va-t-on mettre en place, effectivement, pour les différents États? Plion a parlé tantôt des problèmes qui se posent à l'Europe du fait de l'inégalité des États. Hein? Là encore, vous avez au moins une locomotive, deux locomotives, la France et l'Allemagne. Ici, vous en avez une peut-être, c'est le Nigeria, mais qui est empêtré dans des problèmes monétaires inextricables. Inextricables. Alors, quand vous avez une machine comme ça qui doit diriger, je pense que vous risquez de ne pas aller loin, mais ça, nous l'avions prévu à l'époque. On avait dit, au fond, ce problème, comment voulez-vous, comment va-t-on organiser l'interparité entre la Gambie, qui est effectivement la Guinée-Bissau, les économies les plus faibles, et le Nigeria, l'économie la plus forte, et la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Bon, pas de réponse. Mais au fond, si nous ne donnons pas de réponse, mais il n'y aura pas de réponse du tout. Je l'ai dit au président Ouattara, il m'a dit, mais tu me confirmes donc qu'on doit rester. J'ai dit non, vous ne pouvez plus rester parce que l'opinion veut qu'on se débarrasse du franc CFA. Alors, il y a eu un de nos collègues qui a fait une sortie très malheureuse. Bon, il faut bouter dehors la France et puis on reste avec les mécanismes. C'est même trop maladroit. Alors, ça, c'est donc un problème. Que faire des réserves de la BCEAO? Alors, le président Talon au Bénin nous dit non, on va confier, n'est-ce pas, à des banques centrales de Chine, de machin, tout parti. Mais c'est l'ignorance même du fonctionnement d'une banque centrale. Ce sont des réserves, mais quand vous aurez une banque centrale, qu'elle soit nationale ou tout ce que vous voulez, il y a quand même des réserves qui doivent garantir précisément l'émission. Je crois que c'est le b.a.-ba de toute économie financière. Alors vous allez prendre vos réserves, vous les confier effectivement dans des pays divers, etc. Pourquoi ne pas dire on confie précisément à la place financière qui a la plus forte rémunération, ça me paraît plus acceptable. Mais c'est que nous-mêmes, nous ne disons rien sur des attitudes de ce type. Alors, quelles sont les réformes institutionnelles et la gouvernance des banques centrales? Est-ce que tout de suite, tout de go, on va aller vers une banque centrale unique? Ou alors, est-ce qu'on va maintenir des banques centrales nationales les unes les autres, n'est-ce pas, avec précisément quelle fonction? Autrement dit, on arrive à la question centrale, quel ordre monétaire régional on va mettre en place? Je pense que toutes ces questions-là sont des questions extrêmement très, très importantes.
Non, mais c'est beaucoup plus important que, bon, on va avoir l'indépendance monétaire, on va, etc. Ça, ce sont des émotions, moi, je ne les gère pas. On a l'indépendance politique, ça fait 60 ans, on ne s'en sort pas. Hein? On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas, on est là avec des présidents qui veulent rester au pouvoir, on a une démocratie qu'on proclame tous les jours, on ne fait pas le moindre pas, etc., etc. Je dis, toutes ces questions-là, c'est parce que, en fait, les économistes ne les règlent pas encore. C'est quand même les voies les plus autorisées sur tout cela. Mais quand je regarde une fois encore les thèses, j'ai dit parfois à certains collègues, moi, je n'assiste plus aux thèses, parce que en réalité, les thèses que nous avons sont décalées, trop décalées par rapport effectivement à nos réalités, aux problèmes économiques avec lesquels nous sommes directement confrontés et sur lesquels nous devons donner précisément les réponses les plus appropriées. Et je termine sur ce problème-là. Il faudrait précisément que l'on voit en fait qu'est-ce qu'il importe de faire dans le domaine. La digitalisation, je me rappelle la seule fois que j'ai vu le président, à l'époque, je lui avais dit, mais tu peux gagner de l'argent rapidement, mais alors, bon, avant que la chose ne devienne. C'est au moment où Orange Money est né. J'ai dit, bon, vous avez un contrat, mais dans lequel ce volet financier n'existe pas. Il faudrait pénaliser, même si c'est ça l'avenir. Je dis, mais en attendant que tout le monde en vienne là, mais au fond, pénaliser, bon. Disons qu'ils remettent en question précisément le contrat de base avant qu'on le révise. Bon, mais on n'a rien fait, mais voilà, on s'est installé dans la digitalisation, mais on ne sait pas où ça va nous mener. Bon, jusque-là, ce sont des problèmes, n'est-ce pas? Peut-être nous n'en sommes pas encore au même niveau, mais qu'en Europe, mais enfin, ça viendra, c'est évident. Parce que, comme disait Pape Diallo, qu'il a eu les sociétés qu'on a, ce sont des excroissances des sociétés de la métropole. Donc, en réalité, nous aurons à peu près les mêmes types de problèmes. Alors, une fois encore, je pense que les problèmes financiers sont des problèmes d'une importance capitale. Quelqu'un disait, mais c'est parce que nous sommes dans le capitalisme financier. Si vous lisez bien, Plion, son ouvrage de 2008, je crois. Je vais réactualiser, il y a une bonne édition. Mais oui. 2013. Le capitalisme financier. Mais ça, c'est la donnée permanente. C'est une donnée permanente, on compte avec. Alors, à partir de ce moment, cela veut dire simplement que de toute façon, il faudrait qu'on voit précisément comment réorganiser, repenser tout notre système financier en relation avec cela. C'est aux chercheurs. Je crois que la balle est dans le camp des chercheurs. Je dis une fois encore, orthodoxie financière de type capitaliste. Alors, et c'est moi ça qui m'inquiète. Quand je regarde effectivement les références de nos amis, mais bon, c'est l'orthodoxie, c'est en fait sous une forme ou sous une autre, une espèce de pérennisation de la pensée néoclassique. Cherche pas effectivement. Alors, quand vous avez effectivement toute l'intelligentsia qui se bat pour précisément une autre orientation de la finance, ces recherches récentes-là, on ne les incorpore pas. Prenez des référentiels qui... une fois, c'était à Yaoundé, je crois, ça m'a énervé une fois. On a cité Mondel d'un bout à l'autre. Et j'étais convaincu
convaincu, mais absolument convaincu, que ni l'étudiant ni son encadreur n'avaient lu un petit mot de Mundell. Mais je vous assure, je leur ai dit, mais ce n'est pas possible. Vous faites dire à Mundell ce que d'autres ont dit que c'est Mundell qui l'a dit. Hein? Donc, c'est des lectures de 3e, de 5e, mais est-ce qu'elles sont? Parce que moi, j'avais lu les 2 articles de Mundell, j'avais lu son ouvrage, j'ai discuté avec lui. Je dis, mais ça, c'est... Vous dites ce que vous voulez, ce que vous voulez, en vous référant à précisément quelques articles de popularisation, ça ne va pas au-delà. Alors, et ça aussi, ça me frustre. Et peut-être que faudrait qu'on rompe un peu avec justement tout ce référentiel-là. Voilà. Bon. D'accord, je pense que le débat a été vraiment riche. On va peut-être laisser le mot de la fin au directeur. Sinon, donc c'est l'occasion aussi de remercier une fois de plus l'ensemble des participants à ce panel et remercier le professeur Dominique Pillon et le professeur Cassé, en tout cas pour cette disponibilité qu'il n'a pas de manifester à l'égard de notre institut, l'ISF. Donc, et voilà. Donc, merci à tout le monde.